Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, donc je suis Thierry Magnier, je suis le président de ce bureau du Syndicat national de l'édition, où on essaie de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si je vais être dans l'ordre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter déjà un petit peu ce que c'est que ce groupe du syndicat. Aujourd'hui, il y a plus donc de 60 éditeurs en littérature jeunesse qui adhèrent à ce syndicat. Ils travaillent collectivement à la fois sur la promotion, sur la mise en valeur de la littérature jeunesse auprès des libraires, des bibliothécaires, des enseignants, partout où le livre doit être, c'est-à-dire partout, hein, en fait. Donc on essaie de faire ce travail-là. Alors faire ce travail-là, c'est beaucoup, finalement beaucoup de travail, parce qu'on se rencontre très souvent et on essaie de faire avancer des choses. Dans les choses importantes réalisées ces derniers temps, en voilà une, c'est les rencontres régionales qui existent déjà depuis 2011. Cette année, nous en avons fait 2, voici la deuxième. Il y a 15 jours, nous étions à Montpellier. Et aujourd'hui, donc, avec vous à Lannion, et nous en sommes très heureux. Donc on va parler aussi effectivement de cette littérature. L'autre chose qu'on a lancé maintenant il y a 2 ans, c'est le prix Vendredi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le prix Vendredi, mais maintenant vous avez intérêt à le connaître. Ce prix Vendredi a été attribué le 16 octobre 2018 donc à Nicolas de Crécy pour Les Amours d'un fantôme en temps de guerre aux éditions Albin Michel. Très beau texte, très beau livre. Qu'est-ce que c'est que ce prix Vendredi et pourquoi un prix Vendredi? Alors vous allez me dire, j'ai regardé, on a à peu près 1500 prix dans la France entière en littérature jeunesse, mais tous dépendent d'une médiathèque, et c'est très bien, d'une bibliothèque, et c'est très bien, d'un collège, d'un lycée, d'une région, d'un département, etc. Mais on n'avait pas un vrai prix littérature nationale avec tous les codes des grands prix comme le Goncourt, le Renaudot, etc. Et l'important, enfin c'est ce qu'on s'était dit au bureau, l'important c'était de remettre en valeur nos auteurs. Et on a dans la salle en plus, nos auteurs français, alors c'est pas du chauvinisme du tout, c'est de se dire qu'on a quand même une création très importante en France et qu'il est quand même dommage que tout ça soit souvent couvert par la littérature anglo-saxonne, bon, qui n'est pas forcément la meilleure non plus. Bon, en français non plus, on n'est pas non plus les meilleurs. Mais on a quand même de grands auteurs. Et c'est quand même dommage de ne pas mettre cette littérature voilà, à la disposition de tout le monde. Et de faire un prix. On s'est aperçu d'abord que... Alors donc on va arriver bientôt au 3e prix, prix Vendredi. Vendredi, vous comprenez pourquoi, j'imagine. Et il se rend un lundi quand même, mais pas un vendredi. Ce prix Vendredi, finalement, a vraiment bien décollé, puisque d'abord les éditeurs qui ont été lauréats les 2 années de suite en sont ravis, puisqu'il y a eu une vente. C'est important. Il ne faut pas oublier que dans notre métier d'éditeur, il y a la création, mais il y a aussi l'économie de ces entreprises qui sont quand même relativement fragiles. Et là où j'étais assez content, c'est que beaucoup d'auteurs étaient mécontents de ne pas être dans la liste de ce prix Vendredi, et d'autres mécontents de ne pas l'avoir eu. Et ça, c'est plutôt un bon signe. C'est un bon signe, ça veut dire qu'on a bien copié les codes des grands prix. Bon, alors, on a quand même un jury quand même qui a l'habitude de chroniquer et de lire nos livres d'ados. Donc c'est un prix qui est donné pour des lectures à partir de 13 ans et plus. Hein, c'est-à-dire c'est presque jusqu'au jeune adulte. Young adulte, on dit, hein, je crois. Il ne faut pas le dire, il faut dire jeune adulte. Ensuite, après ce prix Vendredi, donc, auquel on tient beaucoup, les assises. Alors, on avait fait les premières assises littérature jeunesse il y a 2 ans, premières assises, et ça, c'est très compliqué à faire, en se disant que dans cette chaîne du livre aussi fragile, entre celui qui écrit jusqu'à celui qui lit, entre l'écrivain et le lecteur, il y avait un tas de métiers qui parfois se connaissent pas. Voilà. Et l'idée dans cette première assise, c'était que ces gens se connaissent, se rencontrent et puissent parler de toutes les difficultés, les problèmes qu'on rencontrait. L'auteur avec son éditeur, l'éditeur avec son distributeur, le diffuseur avec le libraire avec les médiathèques, la médiathèque, avec, etc., la presse, enfin tous les acteurs autour de ce livre. Et ça nous paraissait important de pouvoir mettre ça à plat pendant une journée à la BNF pour pouvoir se connaître et savoir où ça va pas. Eh ben, ça va pas très bien. Hein. Donc, il en est sorti quand même trois choses il y a 2 ans, 3 choses importantes. La formation, partout,
soit chez les libraires, les éditeurs, partout. Une formation était assez manquante, chez les bibliothécaires aussi. La reconnaissance, alors ça c'est incroyable, mais ça, bon, ça fait 30 ans que je connais ça. Ça fait 30 ans que vous savez très bien que la littérature jeunesse n'est pas une littérature, hein, ça se saurait. Ça fait 30 ans qu'on se bat, et même plus encore avant moi, on se bat pour que cette littérature soit reconnue en tant que telle, en vraie littérature, et pas dans des cases ou des parts de marché, comme disent certains journalistes. On est vraiment dans la création, et sachez quand même qu'en France, nous avons une création dont on peut être fier. D'abord, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs, et beaucoup de créations, et beaucoup de risques. Parce que moi, j'ai envie de venir sur ce mot, le risque. Être éditeur, c'est risqué. Je pense qu'être auteur, c'est aussi risqué. C'est risqué aussi bien politiquement, idéologiquement, économiquement, c'est toujours prendre un risque. Si on ne prend pas un risque quand on écrit, si on ne prend pas un risque quand on édite, si on ne prend pas un risque quand on vend un livre, la vie est triste aussi, donc il faut risquer. Et ce risque, il existe en France vraiment, et on le voit bien quand on va dans les foires internationales, où nos livres sont très souvent récompensés, très souvent remarqués, et il faut savoir aussi qu'un livre sur 3 en France, vendu à l'étranger, est un livre de jeunesse, et que pratiquement 50% du chiffre d'affaires fait à l'étranger, c'est fait avec de la jeunesse. Alors, que les adultes nous regardent un petit peu et regardent un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces lecteurs que nous sommes en train de former en leur donnant une qualité, ce sont ces mêmes lecteurs qui nourriront nos collègues adultes. Donc ça, c'était histoire de dire qu'il faut être reconnu un petit peu, parce que je cite toujours, quand vous allez dans un dîner en ville et qu'on vous dit oh, « tu fais quoi comme boulot ?»« Je suis éditeur. »« Waouh, t'es éditeur ?»« Oui, éditeur jeunesse. » Ah, et là, tout le monde se retourne. Donc je pense que c'est la même chose quand on est bibliothécaire ou libraire. On se dit « Ah, d'accord. » Il y a toujours cette espèce de « Ah ouais, c'est amusant. » Et c'est pas seulement amusant, c'est surtout intelligent. Donc voilà, et donc ces assises, on va faire les deuxièmes assises, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, parce que l'an dernier, il y a 2 ans, on a été obligé de refuser des gens, et on a une jauge, je crois, de 400 places, et c'est juste. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas encore quand ça se passe à la BNF, et je ne sais pas encore, ce sera le 7 octobre, mais je ne sais pas s'ils ont déjà ouvert, non, puisqu'on n'a pas encore fait tout le travail. Et le troisième point qui était ressorti, c'était le gros mot que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est la surproduction, que d'autres appelleraient une grande vitalité. C'est quand même plus joli que la surproduction. Mais la surproduction, moi j'ai envie de dire les choses comme elles sont, il y a une surproduction, c'est une évidence. Peut-être qu'il faut regarder aussi ça, et que ce n'est pas forcément les éditeurs qui en sont responsables. C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, une autre chose importante, puisque c'est la 7e année maintenant, c'est les petits champions de la lecture. Alors les petits champions de la lecture, ça paraissait au départ très gentil, et alors, moi j'ai la chance de faire partie des jurys départements, régions et finales qui a lieu d'ailleurs cette année, le 26 juin à la Comédie Française. Et je peux vous assurer que là, on s'aperçoit que l'éloquence, en fait, on s'aperçoit que ces gamins qui lisent un texte devant un public, et je vous assure que quand vous êtes à la Comédie Française, que vous avez, ce sont des classes de CM2, hein, seulement, des petits bouts comme ça qui vous lisent un texte avec une énergie, un plaisir, c'est eux qui ont choisi le texte. Hein. Tout ça est tellement beau et fort. Alors ce qui est moins beau, c'est les parents qui ont les barres de vitamines à côté, qui disent tu vas gagner, et les classes et tout. Mais le gamin en lui-même, il se sent vraiment responsable, il a vraiment pris son pied avec ce texte, et derrière, il y a toujours l'auteur qui est là. Et ça, je trouve que c'est très beau, la relation qui se passe là. Donc je vous conseille de regarder ça de plus près, et même d'envisager, dans vos bibliothèques ou ailleurs, d'envisager éventuellement de participer à ce championnat des petits lecteurs, les petits champions de la lecture. Sachez quand même que cette année, pour la 7e édition, il y a 1600 classes qui ont participé, qui se sont inscrites, ce qui représente à peu près 45 000 enfants qui lisent des livres. 45 000, c'est pas assez. On parlait de 50 000 il n'y a pas longtemps. Moi, je voudrais qu'on arrive à 100 000. Et pourquoi pas faire, et j'en ai parlé au ministre de l'Éducation nationale,
pour essayer qu'en CM2, ce ne soit pas forcément une obligation, mais est-ce qu'on pourrait envisager que, comme en Allemagne, puisqu'il se passe comme ça en Allemagne, dans une classe de CM2, il y a presque une obligation de participer à ce petit championnat. Et je pense que la lecture commence beaucoup par l'oralité, ça j'y crois beaucoup, et ça c'est mon passé d'enseignant, je crois que lire une histoire à voix haute, très souvent, quand vous arrêtez au moment où ça va être bien, vous arrêtez et vous les regardez, ben, ils ont envie de prendre le livre parce qu'ils veulent savoir la fin. Il y a toujours des petites techniques, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors ensuite, on va parler de choses qui sont obligatoires, mais il faut quand même savoir un peu ce qui se passe un peu dans cette édition. C'est les chiffres un peu. Voilà, ce sont ces chiffres qui ont été rendus par une étude du CNL. Alors, la lecture scolaire, celle que je préfère. La lecture scolaire, aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle la lecture prescrite, est très présente, puisque 89% des jeunes lisent des livres pour l'école ou leur travail, mais l'intérêt suscité par ces livres est très mitigé. Ah bon ? Ça, on pouvait ne pas faire de statistiques, il suffit de voir la tête des gamins quand vous leur donnez quelque chose à lire en classe, et vous voyez c'est très mitigé, effectivement. Seulement 65% des élèves trouvent ces livres faciles à lire, alors que 46% les trouvent ennuyeux. Si en primaire, 77% des enfants déclarent aimer ces lectures scolaires, l'intérêt chute très fortement au collège, 41%, et poursuit sa baisse après 31%. Lecture loisir maintenant. Alors la lecture loisir qui est bien plus sympathique quand même, déjà dans le mot. Loisir c'est mieux que scolaire, c'est quand même des moments plus agréables. Enfin bon, ça c'est mon sentiment. La lecture loisir est importante puisque 78% des jeunes lisent des livres par goût personnel et y consacrent en moyenne 3 heures par semaine. Moi j'ai envie d'être optimiste, mais j'en ai marre d'entendre tous les vieux qui disent les jeunes ne lisent plus. Moi j'ai envie de dire aussi, les vieux ne lisent pas tellement non plus. Donc, les jeunes pratiquent... en primaire, donc 90% des 7-11 ans lisent des livres dans le cadre de leurs loisirs. Seulement 74 des 11-15 ans le font encore au collège et 69% au-delà. Le nombre de livres lus dans le cadre des loisirs chute fortement à l'entrée du collège et poursuit sa baisse après. Tiens, peut-être qu'il y a une petite maladie qui s'appelle l'adolescence à ce moment-là, qui provoque un petit peu une petite lassitude sur la lecture. Quelquefois, il vaut mieux attendre que ça passe. Pour ceux qui en ont à la maison, c'est mieux d'attendre que ça passe. La lecture revient, c'est comme en vélo. On a fait du vélo un jour, après on peut le reprendre, on repart. En tout cas, pas d'affolement et pas d'énervement là-dessus. Il n'y a rien de pire que les énervés, ils liront encore moins. Les jeunes pratiquent un très grand nombre d'activités dans le cadre de leur loisir. En moyenne, chaque semaine, ils pratiquent 9 activités. Aquaponais, piano, etc. Donc la première, c'est la télévision, évidemment. Les enfants consacrent à cet écran 7h30 par semaine. Les smartphones, 6 heures par semaine. Et les jeunes passent en moyenne 8 heures par semaine sur Internet. Alors, il faut quand même penser que tout ça, c'est aussi de la lecture, quand même, Internet. Et la lecture arrive ainsi en 7e position des activités les plus pratiquées hebdomadairement. Donc, la lecture est en 7e position, mais il y a aussi de la lecture dans ce que j'ai cité avant. Et je pense qu'il faut aussi, à un moment, il n'y a pas que la maladie de l'adolescence, il y a aussi, effectivement, tous ces écrans qui prennent du temps, simplement du temps de lecture. C'est un peu pareil pour nous, quand on regarde une série et qu'on n'arrive pas à se décrocher, c'est du temps de lecture en moins, puisqu'il faut quand même dormir de temps en temps. Ensuite, les bibliothèques et les libraires. Alors, les librairies. La bibliothèque de l'école est un lieu incontournable, et heureusement pour ces jeunes lecteurs. 88% des jeunes scolarisés la fréquentent, et 65% s'y rendent au moins une fois par mois, quelquefois par obligation du prof ou de l'instit, c'est des choses qui arrivent. Le taux de fréquentation des librairies, 73%, est plus élevé que celui des bibliothèques municipales, 60%, mais les jeunes s'y rendent moins régulièrement, 24% versus 31% s'y rendent une fois par mois. 42% des enfants sont personnellement inscrits dans une bibliothèque municipale, surtout les filles, et les plus jeunes, plus de la moitié des primaires a sa propre carte. Alors ça, c'est aussi des politiques de ville, souvent, qui aident un petit peu
cette assiduité aux bibliothèques. Au lycée, le décrochage dans la fréquentation des bibliothèques scolaires est très important. 75% des primaires se rendent à la bibliothèque de leur école au moins une fois par mois, quand les plus âgés ne sont plus que 48%, et s'y rendent mensuellement après le collège. Donc on voit bien que, on le sait bien, et justement aujourd'hui, on va parler beaucoup de cet adolescent, comment le faire relire ou le faire lire. Et encore une fois, je ne sais pas s'il y a des recettes. Alors, face à ces chiffres qui peuvent faire peur ou pas, d'ailleurs, moi j'ai envie de dire que je crois que j'ai encore oublié une page. Non, j'ai tout dit. Hein, c'était bon. L'autre jour, j'avais oublié une page. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, tout ça pour vous dire que quand même, c'est un créneau qui se porte bien, même si on est en train de dire que l'an dernier, nous avions des chiffres en littérature jeunesse qui baissaient un petit peu. Et ça fait 20 ans que la littérature jeunesse en France est en évolution, et l'an dernier, on a eu une baisse. Ça s'explique très bien parce que les statistiques sont faites comme ils sont. La jeunesse est mélangée avec la BD jeunesse. Et cette année, nous n'avons pas eu d'Astérix. Voilà. Et il n'y a pas eu de grand Disney important. Voilà. Et ça fait toute la différence avec les statistiques. Sachant que sachez quand même que Astérix se vend à 5 millions d'exemplaires en 2 mois dans le monde entier. 1,5 million en France, 1,5 million en Allemagne. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, face à ces chiffres qui peuvent faire peur, comment faire naître ou renaître le désir de lire sur chaque enfant, c'est l'objet un peu de cette rencontre. Des albums au format varié pour les tout-petits, des livres audio, des livres adaptés pour les 10, des livres pour les ados qui parlent aux ados, auteurs, éditeurs et médiateurs du livre. Innovent sans cesse pour accompagner les jeunes dans la lecture des plus jeunes âges jusqu'à l'adolescence. Donc, alors, avant de vous laisser la parole, Monsieur Bazin, que tout le monde vous attend, mais c'est pour faire... Je vais juste d'abord remercier, parce qu'il faut toujours remercier, et remercier d'abord votre présence. Remercier Catherine Saint-James, présidente du livre et lecture en Bretagne. Marie-Cécile Grimaud, chargée d'économie du livre, et qui a organisé cette journée avec Tiffaine du syndicat. Remercier mon bureau du syndicat, parce que tout ça c'est du travail, hein, on se réunit beaucoup là-dessus. Delphine Charlet, adjointe à la vie culturelle, patrimoine et événementielle de la ville de Lannion. Isabelle Réti, de la librairie Gualan, qui veut dire vent d'ouest, parce que je suis bilingue, qui tient cette librairie et qui est disponible pour vous toute la journée. Et sachez que c'est toujours très plaisant d'avoir des médiathèques, des bibliothèques ou des lieux publics qui acceptent un libraire, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de vendre le livre, comme si c'était sale de vendre un livre. Et pourtant, c'est la réalité. Si on ne vend pas les livres, on n'en crée plus. Donc il faut toujours et continuer à acheter vos livres chez des libraires indépendants, c'est important. J'ai envie aussi de remercier Gisèle Montlouis, directrice de la médiathèque, qui nous reçoit aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fait, les remerciements, et je remercie tous les gens que j'ai oubliés, puisque forcément j'ai oublié quelqu'un. Mais ils sont remerciés, sachez-le. Avant de vous laisser la parole, j'avais envie de vous lire un petit texte, comme ça, pour vous mettre en bouche pour la journée. J'ai une grande amie, auteure, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jeanne Benhammer. Et c'est ma grande amie d'écriture et ma sœur d'écriture, puisqu'on s'appelle comme ça. On fait croire à tout le monde qu'on est frères et sœurs. C'est pas vrai, je veux le dire aujourd'hui. Et hier, elle était à Boomerang et elle a fait un petit texte. Elle a écrit ça dans mon bureau et dit « Je vais lire ça à Boomerang, donc sur France Inter ». Et je trouvais ça tellement beau, j'ai envie de vous le lire, sur la lecture et surtout sur l'écriture et le risque. Et qu'est-ce que c'est que... Quand on y croit vraiment, et je pense qu'on est tous là, on est tous en symbiose là-dessus, c'est que si on est là, c'est qu'on croit encore à cette littérature, on croit au bienfait de cette chose qui est la fiction. Donc ça s'appelle « Sauver sa peau ». Donc c'est Jeanne Benhammer, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Quand j'écris, je sauve ma peau, palpitante. C'est la seule frontière au monde acceptable. Celle qui respire entre le dedans et le dehors, vibrante. Quand j'écris, je la garde vivante pour pouvoir aller dans le monde. La peau ne protège de rien. Je sauve ma peau en lisant, en écrivant. La puissance des mots me donne force. La littérature est là pour ça. Pour que notre peau reste cette limite fragile, à peine, et suffisante. Les murs, les barbelés,
Les contrôles et les armes ne protègent pas. Ils séparent, c'est tout. Notre peau nous relie. Notre seule vaillance est d'accepter de ne pas rester intacte, que nos vies se côtoient, se heurtent ou s'éloignent, mais c'est dans ce mouvement que nous vivrons, peau à peau, au risque de l'altération, toujours. Sans ce risque, aucune altérité véritable. Sans ce risque, aucune humanité véritable. Je veux continuer à sentir le monde, être traversé, transformé par la vie des autres, leur joie, leur colère, comme je suis traversé par le souffle de l'océan ou l'odeur sableuse de la mer de Libye. Alors j'écris. Je laisse les mots m'habiter, me travailler, j'y passe ma vie, et c'est ma liberté. Quand je peux partager, c'est ma joie. Aujourd'hui, plus que jamais, sauvons nos peaux d'hommes et de femmes, gardons les libres, fragiles, éphémères. Il n'y a pas d'autre façon de vivre ensemble. Chaque vie comme un poème précieux, imparfait, à tenter chaque jour. Voilà, je trouvais que c'était une jolie introduction sur ce que c'est qu'écrire et ce que c'est que lire. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Bazin, qui a le droit à une médaille, parce qu'il a roulé toute la nuit, et il n'a pas dormi, et il va faire une performance, ça s'appelle comme ça un peu. Il va vous parler un petit peu de cette littérature de l'adolescence, et en particulier les ados et la fiction. Donc je vous laisse la place. Merci beaucoup, et bonne journée.